début de semaine, mesdames et messieurs, nous ouvrons cette semaine avec des nouvelles très très tristes, vous le savez. L'Est de la République, ça chauffe là-bas. Les nouvelles vont en tout cas par tous les sens. C'est pour ça que j'ai tenu à inviter un député originaire de là-bas. Et j'y tiens parce que ces députés sont la voix de ce peuple-là. Ils sont mandatés par ce peuple-là pour parler au nom de ce peuple-là. Et j'ai fait mon coup de gueule tout à l'heure, et c'est sur Twitter, ceux qui me suivent sur Twitter, on en a marre de vous supplier de passer pour parler au nom de ce peuple que vous abandonnez. C'est vraiment un coup de gueule. Et je l'ai dit, à part Juvenal Monobo, que j'ai comme invité aujourd'hui, et l'honorable Kassekwa, les autres ne veulent jamais répondre à nos invitations. Et qui va parler au nom de ce peuple qui vous a voté? Alors là, je dirais que M. Mbosso a raison. Vous êtes dans les groupes armés. Je ne serai pas tendre aujourd'hui parce que ma population aujourd'hui, j'ai vu les images aujourd'hui, ce n'est pas très tendre à voir des femmes, des enfants quitter le sol congolais pour aller se réfugier ailleurs. En tout cas, excusez mon émotion, mais en tout cas, quand mon peuple souffre, je ne suis pas du tout gentil. Et aujourd'hui, Juvenal, avec lui, ce sera la guerre. Vraiment, ça sera très la guerre. Très heureuse d'être avec nous d'ailleurs. Mille merci d'avoir accepté d'être avec nous, d'avoir accepté en tout cas de parler, parce qu'aujourd'hui, et j'attaque directement, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a débat sur la greffe, je ne sais pas moi, des organes et des histoires comme ça. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on ne sait pas qu'il y a une situation très grave à l'Est de la République? Comment vous pouvez prendre des sujets qui n'ont rien à voir avec la population? C'est vrai que la santé, ça a quelque chose à voir avec la population, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça devait être prioritaire, Juvenal. Et je crois que vous avez raison. Merci pour l'invitation à cette émission, et je pense que vous avez raison. Vous avez raison, pourquoi? Parce que le pays est attaqué et les recours, c'est notre forteresse sur le plan institutionnel, c'est d'abord la représentation nationale. Exactement. Et donc on devrait sentir une mobilisation générale. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont même prêts à ce qu'on engage une guerre par rapport au Rwanda. Mais l'autorisation devrait alors venir de l'Assemblée nationale. Et donc, même si on ne vote pas aujourd'hui même une autorisation de faire la guerre, mais au moins on devrait se réunir en urgence pour analyser la situation et prendre des mesures qui s'imposent. Et donc, vous avez tout à fait raison de constater que pendant que nos compatriotes sont en débandante, il y a ceux qui fuient en Ouganda, à partir de Bunagana. Ce n'est pas normal qu'au niveau de Kinshasa, qu'on soit en train de traiter d'autres sujets comme si on était dans deux pays. En Exactement. réalité, on est dans l'Est du Congo, le Nord Kivu, c'est dans les Congos. Et donc, votre cri de cœur, votre appel de tout à l'heure, votre colère, je crois que ça vaut vraiment la peine parce que vous êtes journaliste, mais avant ça, vous êtes d'abord citoyenne congolaise. Et donc, moi, je crois que votre cri est très bien fondé. Bunagana se situe où exactement? Parce que Charlie va me mettre une carte de ça. Bunagana se situe, c'est tout près de l'Ouganda, c'est ça? Oui, c'est ça. Bunagana se trouve à la frontière avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda. Okay. Bunagana, c'est derrière la chaîne de Virunga, la chaîne des montagnes de Virunga. Et maintenant, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Mais on ne comprend pas. Et puis, c'est un poste très important parce que tous les commerces, les produits importés, ça passe par Bunagana. Hein? Il y a les postes de Bunagana, il y a les postes de Ishasha, un peu plus au nord, à la frontière avec l'Ouganda. Et donc, celui qui prend Bunagana, eh bien, il ferme les contacts et avec l'Ouganda. En tout cas, il prive le Congo d'un point d'accès assez important. Quoi, pour l'Ouganda. Oui, oui. Et vers nous... Tout le véhicule, par exemple, qui arrive à Goma, la plupart, ça passe par Bunagana. Donc, c'est un poste frontalier très, très important. Si on prend un siège à Bunagana, chez nous, il y aura quoi? On va fermer quelle grande ville? Goma, Bukavu, quoi? C'est Goma qui est asphyxié. Alors, une prise de Bunagana... C'est l'asphyxie de Goma. Tout à fait. Si Bunagana est entre les mains de l'ennemi, eh bien, il ne resterait désormais que Gisenyi pour Goma. Donc, voilà. Mais... L'armée, j'ai lu tout à l'heure que l'armée aussi a replié vers l'Ouganda. On a dit là, ça reste à vérifier, mais certaines sources, évidemment, parlent des militaires congolais qui auraient traversé vers l'Ouganda. Oui. Et puis, il n'y a aucune source qui confirme les contrôles de Bunagana par l'armée congolaise. Ce qui ne fait que confirmer les inquiétudes. Il y a le fait que beaucoup de sources rapportent que Bunagana est entre les mains du DM23. Il y a une source qui dit que nos militaires auraient traversé la frontière en débandante. Il y a une source qui dit et qui confirme que, ça c'est très sûr, que nos populations, nos compatriotes ont fui en Ouganda. Il y a un tweet que j'ai partagé de la Croix-Rouge ougandaise
qui dit qu'au au regard de l'évolution de la situation, c'est fort probable, parce qu'il y a des combats intenses, et c'est fort probable qu'il y aura beaucoup de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. On nous dit ici, outre le Rwanda, l'Ouganda est accusé d'avoir soutenu le M23. Mais il y avait une mutualisation, non, des forces avec l'Ouganda. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Ouganda nous a poignardé dans le dos? Qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'on a des problèmes avec l'Ouganda? On ne s'entend pas très bien avec l'Ouganda ou quoi? Non, il y a eu un mauvais choix des partenaires. Vous savez, en 2000, l'histoire, il faut pas avoir la mémoire courte. Ah, et ça, on dit de pas regarder le passé. C'est ça le problème avec nous. Il faut toujours regarder le passé. En 2000, exactement, à Kisangani, une ville que vous connaissez, il y a deux armées étrangères qui se sont affrontées. C'était l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Et chaque armée, chaque pays, l'Ouganda soutenait une rébellion, le Rwanda soutenait une rébellion. Alors le Rwanda était derrière la rébellion RCD Goma, l'Ouganda était derrière la rébellion des RCD Kisangani. Et il y avait des comptoirs d'achat d'or et de diamants, il y avait des comptoirs pour les Ougandais, il y avait des comptoirs pour les Rwandais. Donc c'est une guerre vraiment économique. Alors on ne doit pas être de courte mémoire, ça s'est passé en 2000. En 2000. Et qu'en 2022 qu'on autorise, que le gouvernement, que le président de la République autorise l'Ouganda à faire des opérations militaires. On n'a même pas commémoré ça, c'est passé comme ça dans le silence, et puis c'est des accords, ce qui est grave, c'est des accords qui ne sont pas passés à l'Assemblée nationale. Hein, le Parlement ne les a jamais vus. Donc vous n'êtes pas au courant de ces traités? On n'est jamais au courant. Il y avait comme une naïveté, et là je crois qu'il faudrait qu'on arrive à assumer finalement. Il y a des députés du Nord Kivu, mes collègues, mes frères, mes collègues du Nord Kivu et des Littori, qui étaient tout à fait naïfs. Et c'est fort dommage parce que la plupart d'entre eux, c'était presque la majorité, et qui trouvaient en Ouganda un partenaire fiable. Ils se disaient que voilà, au moins l'Ouganda au lieu du Rwanda. Mais moi, je n'ai pas voulu être de courte mémoire parce que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, c'est les oiseaux de même plumage. C'est les oiseaux de même plumage. Mais avant ça, il y a eu quelques signes précurseurs. C'est que le fils de Museveni a fait toute une série de tweets qui appelaient à l'unité des Hima, des Tutsis. Est-ce que nous, on n'avait pas... Excusez-moi, est-ce qu'on n'avait pas vu ça? Moi, j'ai vu ça. Voilà, moi, je me demande si les services de sécurité congolais ne suivent pas et ne lisent pas ces tweets. Parce que lui, il est engagé aux côtés de l'armée de son pays dans la fameuse opération militaire conjointe. Et puis, en même temps, il multiplie des tweets, il affiche une solidarité avec Kagame, qu'il appelle son oncle. Et ils disent que les Tutsis sont menacés dans la région et ils sont prêts à se défendre. Et tout celui qui se mettrait sur les routes subirait leur colère. Vous voyez, des tweets, une série de tweets comme ça, qui sonnaient un peu comme une menace à peine voilée vis-à-vis des... Nous, on s'en fout, on est toujours distrait. Et donc, moi, je crois que c'est des signes qui devraient aussi alerter. Et en réalité, si cet appui, si ce renfort est confirmé que l'Ouganda est entré dans la nuit d'hier en scène pour soutenir le Rwanda et la M23, c'est que la situation est très grave. C'est que l'opération militaire conjointe, cet accord avec l'Ouganda ne se justifierait plus. Vous voyez? Et par rapport au Rwanda, il faut vraiment organiser la légitime défense, il faut organiser la défense nationale. Eux, ils disent que le M23 dit que s'il avait été soutenu par le Rwanda, il se serait emparé de toute la RDC. Donc, le M23 se lave un peu le main et dit non, nous nous battons seuls. Mais une chose, on doit quand même rester assez fiers de nos militaires parce qu'ils étaient à Kibumba. Kibumba, c'est encore, au moins encore Bunagana. Je ne dis Bunagana, c'est un peu plus loin de Goma. Mais Kibumba, c'était vraiment à une trentaine de kilomètres de Goma. Mais nos militaires ont réussi à les repousser. Ça veut donc dire que nous avons des militaires aguerris. Mais le problème, ce qu'on n'a jamais compris, c'est que ces militaires n'arrivent pas à consolider les succès. Et ça, c'est un problème au niveau des commandements. C'est au niveau des commandements, il faut qu'il y ait un bon commandement. Lorsqu'on arrive à remporter une bataille, petite soit-elle, il faut faire un effort pour arriver à remporter la guerre. C'est-à-dire l'ennemi qui se présente actuellement, il faut le neutraliser complètement. Et s'ils bénéficient de l'appui de l'Ouganda, il faut que du Rwanda ou de l'Ouganda, il faut que leur capitale sente que les Congolais se sont réveillés. C'est ça le problème. Donc c'est au niveau du commandement, tout est question du commandement. Bon, c'est une question... Et puis voilà, donc nos militaires, si nos militaires arrivent à traverser vers l'Ouganda, ça veut donc dire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un bon commandement, que les éléments se sont peut-être retrouvés sur le terrain sans un suivi de proximité. Mais moi, je reste confiant que ces militaires-là, malgré l'étape où nous en sommes de la réforme des FARDC, une fois organisés ou réorganisés sur terrain, ils sont capables de produire des prouesses. Voilà. Mais quelles sont les retombées, vraiment d'une façon pratique, de la prise de Bunagana?
Quelles sont les conséquences pratiques, diplomatiques et tout de la prise de Bouna? Alors, des conséquences, d'abord sur le plan militaire ou sécuritaire, c'est qu'on ne contrôle plus si c'est vrai, c'est qu'on ne contrôle plus la frontière à ce niveau-là. Donc il y a une partie de notre territoire qui est déjà partie. Bien sûr, ils peuvent faire entrer des colonnes et des colonnes de militaires. Ils peuvent maintenant les faire entrer facilement. Et puis sur le plan économique, c'est qu'on est coupé de ces contacts-là. C'est que les commerçants de Goma, de Rutshuru, eh bien, ne passeront plus par là. Vous voyez? Et donc, ça va créer nécessairement une asphyxie sur Goma. Parce que tout le produit, ça vient de là, les savons, les produits manufacturiers, ça passe par Bunagana. Vous voyez? Donc, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, socio-économique, il y aura certainement des conséquences. Raison pour laquelle ce poste ne doit pas rester entre les mains de l'ennemi. Aussi longtemps. Aussi longtemps. Donc, il faut que tout soit fait pour reprendre rapidement les contrôles de ces postes. Donc, je vous dis, c'est que l'Assemblée devait étudier ce lundi, devait examiner ce lundi pour être plus précis. C'est la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et cellules du corps humain. C'est ça, c'est ce qu'on devait faire. Je ne dis pas que c'est... C'est pas moins important, voilà, mais c'est pas prioritaire. Tout à fait. C'est ça la question, c'est la priorité. Je ne dis pas que c'est inutile, mais il y avait des questions beaucoup plus importantes que ça. Et il n'y a pas une question plus importante que la question sécuritaire pour le moment. Aujourd'hui. Mais les gens se posent, c'est peut-être une question assez naïve, Mounobo. Le M23, les autres entrent facilement chez vous. On m'a dit de vous poser cette question, Moudou. Est-ce que nous sommes incapables de créer une milice? Parce que c'est la réciprocité. De créer une milice et d'entrer aussi et faire des troubles au Rwanda, déstabiliser aussi Kagame. Pourquoi nous sommes incapables, nous, de déstabiliser Kagame ou de déstabiliser Museveni? Pourquoi nous sommes incapables? Eux, ils viennent chez nous, ils déstabilisent, ils tuent, ils violent. Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Bon, c'est vrai, je ne fais pas l'apologie de la violence dans la région. L'idée, ça serait l'idéal, aurait été qu'on vive dans la paix avec tout le monde. Mais le problème, c'est que vous pouvez être en train de souhaiter la paix, mais votre voisin ne le souhaite pas. Il ne veut pas de paix, ça se voit maintenant. Vous voyez, alors. Et nous sommes capables, je le disais à l'instant ici, que nous avons des militaires aguerris. C'est des militaires congolais, c'est toujours les mêmes compatriotes qui, au début des années 80, souvenez-vous certainement du général Maele. Général Maele, à un moment donné, le président Habyarimana avait demandé l'appui du président Mobutu. Et Mobutu lui avait envoyé des militaires, c'était des alliés. Ils sont arrivés là-bas pour combattre la rébellion qui venait du Nord. Ils ne sont pas nos alliés. Ouganda et les autres ne sont pas nos alliés, sincèrement. À l'époque donc de Mobutu, il était ami à Habyarimana. Habyarimana était en difficulté à un moment donné. Nos militaires sont allés là-bas pour les aider. Ça, c'est un changement d'époque, c'est la vieille époque. Et puis nos militaires ont fait le boulot qu'il fallait. Et je crois, je me rappelle, c'était Maele qui était à la tête d'une expédition qui était partie là-bas. Vous voyez, il y a eu une époque où on nous respectait. Il y a eu une époque où Rwandais, Ougandais, Burundais, il n'y a personne qui pouvait mettre son doigt ici. Pourquoi? Parce qu'on avait un régime fort à Kinshasa. On avait une autorité qui se sentait. Mais les époques ont changé, quoi. Les époques ont changé parce que pour le moment, on est dans un état vraiment qu'il faut refonder. Et tout a été déstructuré. Et je crois que même si tout a été déstructuré, vous n'allez pas quand même face à une agression croiser les bras et donner l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a un jeune qui dit moi, je me dis que l'on ait une armée bien formée, que l'on n'ait pas une armée bien formée, que l'on ait des moyens pour combattre ou qu'on n'ait pas de moyens pour combattre. Du moment que vous êtes attaqué chez vous, vous devez vous défendre. Mais il y a un jeune qui te dit que nous nous plaignons trop sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mais personne ne veut prendre les armes pour aller combattre. C'est ça notre faiblesse. Oui, mais le Congolais ne veut pas prendre les armes et aller combattre. Les gens ne peuvent pas prendre des armes au hasard. Vous voyez, sinon ça devient une sorte de guerre civile où X s'attaque à Y. Vous savez, lorsqu'on permet aux gens de prendre des armes comme ça, eh bien, ça va tourner au vinaigre. Ça sera des règlements des comptes. Hein, X entre dans la maison de X, Y, viol, etc. Normalement, il faut que l'État organise les services militaires obligatoires. Et je crois que le moment est venu. En vertu de l'article 63, alinéa 2 de la Constitution, face à toutes ces menaces-là, pour essayer un peu de restaurer notre respect et notre dignité dans la région, je crois que le moment est venu pour vite préparer une loi portant service militaire obligatoire, parce que la possibilité est déjà prévue dans la Constitution. Alors si c'est lancé par les gouvernements, une conscription générale où on dit aux gens de s'enrôler, dans l'armée, Mouzé l'avait fait. En tout cas, je ne crois pas. Tous ces gens que vous voyez sur Twitter, en fait, la plupart, c'est des gens, même dans la diaspora, qui sont prêts, ne vous en faites pas. Ils sont assez colériques. Il y a ceux qui sont prêts à quitter même l'Europe pour venir prendre les armes. Mais ils ne peuvent pas les faire sans un cadre légal.
Hein? Si c'est le gouvernement qui lance cette mobilisation, ce recrutement massif, eh bien, les gens vont se recruter parce que les gens veulent en découdre. Nous ne serons pas humiliés par les Rwandais continuellement comme ça. Et vivre dans une hypocrisie où d'un côté on dit relation de bon voisinage, hein, on s'appelle frère, mais dans l'entretemps, c'est des pays qui nous agressent. Et donc, il faut qu'on arrive à cesser avec cette naïveté. Et puis, il faut qu'on arrive à nous décider de préserver l'intégrité de notre territoire. Mais c'est quand même symbolique, hein, parce qu'aujourd'hui, Bunagana est tombé, c'est le jour de l'anniversaire du chef de l'État. En Afrique... Je crois que c'est une coïncidence de calendrier. Malheureusement, mais ça ne tombe pas bien. Hein. Oui, ça ne tombe pas bien, évidemment, mais je crois que ça doit être une coïncidence Vous en êtes sûr? Moi, je ne crois plus aux coïncidences. Un peu malheureuse de calendrier. Oh là là, mais on le souhaite quand même... J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire au président chef de l'État. Bon anniversaire au chef de l'État, en tout cas. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà. Donc, la question directe que les gens veulent poser. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre, carrément, par rapport au Rwanda? Qu'est-ce qui bloque? Quelle est la procédure à suivre? C'est parce que on n'a pas une alliance forte et tout ça. Le problème, c'est que le gouvernement apparemment croit encore à l'état de siège. Vous savez, il y a 3 situations exceptionnelles dans la gouvernance sécuritaire d'un État. Il y a l'état d'urgence. Il y a l'état... Bon, nous, on n'a pas décrété un état d'urgence sécuritaire. C'était un état d'urgence sanitaire dû à Covid-19. Et puis, deuxième situation, ça dépend de la gravité des situations. Deuxième situation, c'est l'état de siège. Nous sommes dans un état de siège. Ça avait été lancé de manière impromptue. Il n'y avait pas eu une longue planification de cet état de siège. Et alors bon, on avait alors accordé les bénéfices du doute. On pensait que cet état de siège nous apporterait la paix. Voilà, ça fait une année et l'on est dans une sorte d'enlisement dans cet état de siège. En tout cas, les députés, pour la plupart, surtout originaires de l'Est, ne veulent pas de cet état de siège. Quitter les groupes armés, hein? Ils ne veulent pas. Quitter les groupes armés. Je parlerai évidemment de la phrase quitter les groupes armés, parce que voilà, les gens ne comprennent pas comment... Voilà, donc l'état de siège... Vous ne soutenez pas cette population. L'état de siège ne semble pas avoir de résultats concrets. Alors, ce qui reste tout naturellement, c'est la guerre. Hein? Donc, lorsque la situation est très grave, et surtout, il était difficile, par exemple, par rapport aux ADF, c'était difficile de déclarer la guerre parce qu'on déclarait la guerre contre qui? C'est un groupe, une milice ougandaise qui est ici depuis longtemps, 1995, qui pratique une guérilla. Mais lorsque vous avez maintenant un ennemi, par exemple, le Rwanda, avec les preuves que le gouvernement a, on voit que c'est une armée étrangère qui nous agresse. Voilà, c'est à des situations comme ça qu'on arrive à envisager parfois la déclaration de la guerre. Et donc, le gouvernement doit réfléchir avec toutes ces preuves-là. Est-ce qu'il faut continuer à afficher une diplomatie de faiblesse? Est-ce que le moment n'est pas venu aussi pour hausser les tons par rapport à ça? Et voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, les gens sont prêts à combattre, à prendre les armes parce qu'ils sont en colère, mais il faut pour cela une organisation, il faut bien les encadrer à travers une loi, à travers une décision gouvernementale. Quitter les groupes armés, cette phrase, alors, je l'ai dit tout à l'heure. Quitter les groupes armés, la fameuse phrase de Mbosso, du président Mbosso. Bon, évidemment, il y a du vrai dans ça. Donc, il y a des politiciens qui sont dans les groupes armés, des tireurs de ficelles. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas le dire et c'est limité à le dire. Nous avons des services de sécurité, des services de renseignement. Ce n'est pas difficile qu'un député échappe, si un député est dans le groupe armé, il ne pourrait pas échapper dans les mailles des services de sécurité pour longtemps. Alors, si on a des informations, nos services ont des informations que X politicien, Y politicien est dans les groupes armés ou soutient tel groupe armé, eh bien, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il faut organiser un procès juste équitable et puis arriver à une condamnation éventuellement. C'est ce qui manque. Alors, ne pas le dire et continuer à brandir cette expression « quitter le groupe armé », eh bien, c'est comme si c'était une sorte de chantage. Vous voyez? Donc, je voudrais, au-delà de dire quitter les groupes armés, qu'on arrête ceux-là qu'on estime être dans les groupes armés. Qu'on les arrête en flagrance, qu'on organise les procès, sous réserve évidemment du respect du droit de la défense, et qu'on arrive éventuellement à des condamnations et que ça serve d'exemple. Mais la communauté internationale, quelle est la position de cette fameuse communauté internationale par rapport à cette situation? D'abord, la situation que nous connaissons, au fait, c'est une accumulation aussi des erreurs de la communauté internationale. Hein? En 1994, on n'a pas pu... on a laissé d'abord toute une armée entrer ici avec armée bagage, c'est l'ancienne armée rwandaise, et puis on l'a placée à quelques kilomètres seulement de la frontière. Une erreur de la communauté internationale. Une erreur de la communauté internationale, c'est qu'on n'a pas senti vraiment la condamnation lors de la guerre de l'AFDL,
ils se sont engagés à démanteler des camps de réfugiés où il y a des civils, hein, et à provoquer une sorte de drame humanitaire. Il y a toute une série des erreurs, au fait, de la communauté internationale, et donc raison pour laquelle il ne faut pas rester naïf. Nous avons la plus grande mission de maintien de la paix au monde. C'est la MONUSCO qui est ici depuis 1999. Mais pourquoi la paix ne vient pas? Pourquoi la paix n'arrive pas, hein? Pourquoi? Parce que il ne faut pas compter sur la communauté internationale, il faut compter sur nos propres efforts. Et du moment qu'ils sont là, il faut profiter, parce qu'ils ont quand même de l'expertise, ils peuvent nous aider à réformer notre secteur de sécurité, mais nous ne pouvons pas croiser les bras et penser que la MONUSCO nous apportera la sécurité. Et je crois qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour nous. Non, non, c'est pas leur pays, ceux qui sont prêts à mourir pour nous, c'est nous. Il n'y a que des jeunes Congolais qui sont prêts à mourir pour le Congo. Des jeunes du Kivu, des jeunes du Bandundu, des jeunes du Congo central, de l'Équateur, et ils sont prêts à mourir pour le Congo. Mais pour ça, il faut qu'ils soient organisés, encouragés par l'État congolais. Mais le silence du président, beaucoup disent pourquoi le président ne parle pas, hein? Il ne dit mot par rapport à cette situation. Il a parlé. Il a parlé, mais il y a quelques jours quand même. Il a parlé pour la première fois de l'agression. Il peut parler 1000 fois quand il s'agit de sa population. Il a parlé quand même, oui, des appuis extérieurs qui bénéficiera l'M23. C'était, je crois, à Kintélé. C'était au Congo-Brazzaville lorsqu'il a rencontré. En République démocratique du Congo. Un discours. Ça fait quand même une semaine depuis qu'il a parlé, oui. Mais ça, c'est pas chez nous. Il a parlé à l'extérieur. En fait, le moment est venu où les autorités devraient non seulement parler, mais agir. Mais c'est vrai, le parler mobilise aussi. On est dans une situation une situation de quasi-guerre, de belligérance. Eh bien, la communication politique doit être adaptée à la situation. La communication politique, vous nous dites aujourd'hui, je me suis plaint d'ailleurs, on n'a pas une communication officielle pour la République. On devait avoir une ligne officielle. On n'en a pas aujourd'hui. J'interpelle le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Il doit nous parler, il doit inviter les journalistes pour nous dire exactement, voilà la position du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre, il n'y a ni opposition, ni pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Parce que le gouvernement lui-même est muet. Normalement, à la RTNC, on devrait d'ores et déjà avoir des émissions de sensibilisation, de mobilisation de gens. Ça devrait déjà avoir lieu. Hein. Je ne sais pas s'il faut attendre combien. Je ne sais pas s'il faut attendre que Goma soit prise pour finalement se réveiller et se rendre compte qu'on est en guerre. Et donc voilà, je suis d'accord avec vous, il faut une communication de guerre, il faut une ligne. C'est vrai, bon, tous les médias ne sont pas des médias d'État. Hein. Il y a des médias privés, votre chaîne est privée, mais votre chaîne étant privée, il y a quand même une ligne tracée qui doit être tracée par le ministre des Communications, par le gouvernement. Une ligne, chaque média peut l'exploiter sur plusieurs angles, mais là, il fait un silence assourdissant. On ne le sent pas, le ministre. On ne sait pas la réaction du gouvernement, c'est laquelle. Depuis ce matin, le gouvernement n'a pas dit mot. On ne sait pas les degrés de sensibilité du gouvernement, on ne sait pas évaluer ça. Et donc, c'est difficile, même pour vous, médias privés, de savoir exactement quelle est la ligne prise par le gouvernement face à la situation. Mais que pensez-vous de la position du docteur Mukwege face au roi Philippe? Il a été quand même très clair. Il a été très clair, il est dans un plaidoyer depuis longtemps de faire cesser l'impunité dans la région, de faire appliquer les rapports mapping. J'ai eu moi-même à échanger avec lui, ça fait une année, et il m'a reçu à Panzi, à son hôpital, près de Bukavu. Et donc, c'est un plaidoyer noble. Mais il faut savoir que la lutte contre l'impunité, l'application du rapport mapping, ce n'est pas une affaire de Mukwege ou de la société civile. Mais on a l'impression qu'il le porte seul. Voilà, et vous, le Parlement, on vous en parle jamais. On a comme l'impression que c'est une affaire à lui, quoi. Oui. Eh bien, c'est le gouvernement qui devrait demander l'application du rapport mapping. Mais le gouvernement n'en parle jamais. Depuis Kabila, Fachi, aujourd'hui, ça fait 4 ans, personne n'en parle. Personne ne veut prendre le rapport mapping. Au niveau du Parlement, on devrait prendre une résolution forte de demander au gouvernement, pour que le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères, demande aux Nations Unies l'institution d'un tribunal pénal international sur le Congo. Parce qu'il y a plusieurs crimes qui ont été commis depuis 1993 jusqu'à présent, parce que le mapping va jusqu'en 2010, mais on peut actualiser le mapping avec des crimes qui continuent à se commettre, comme ces bombes qui sont tombées sur des écoles. Il y a quelques jours, il y a tué 2 enfants. Voilà, il faut mettre ça dans le cadre des crimes de guerre. Oui. Vous voyez un peu. Alors, il y a moyen de faire un plaidoyer fort, d'organiser une plainte à un collectif d'avocats. Il y a moyen de travailler là-dessus. C'est le boulot du gouvernement, du ministre de la Justice, pour saisir la Cour internationale de justice.
mais aussi pour demander au Conseil de sécurité des Nations Unies l'institution d'un tribunal pénal international sur le Congo. Sur le Congo. Je crois que ça vaut la peine et nous ne devrions plus continuer à considérer que c'est une affaire de Mukwege. Mukwege n'est qu'un Congolais qui a ses mérites de par son travail, dont le travail a été reconnu par la communauté internationale et qui nous partage ses soucis et qui nous rappelle qu'il faut faire appliquer les rapports mapping. Mais il revient aux institutions de saisir ça, d'en faire de s'en approprier, d'en faire une préoccupation et de demander l'effectivité de l'installation de ce tribunal. Jean-Claude Katende dit l'armée doit récupérer Bunagana à tout prix, sinon les forces rwandaises vont avoir encore de l'argent en gérant la douane pour financer encore la guerre. Vrai? Tout à fait. C'est un poste qui rapporte beaucoup à l'État. Ah, okay. Hein? Il y a moyen, bon. Il y a moyen, c'est vrai, les échanges seront réduits, mais ils peuvent toujours. Qui contrôle la douane contrôle l'argent. Hein? Si tu contrôles, imaginez quelqu'un qui prendrait Kasumbalesa. Ah, imaginez quelqu'un qui prendrait les Beach Ngobila. Eh bien, il aurait l'argent, il aurait l'accès facile à l'argent. Et donc, on serait privé de tout ça. En tout cas, si Bunagana reste entre les mains de l'ennemi, ça veut donc dire que Goma, Kinshasa seront privés des revenus, des recettes. Les informations nous viennent vraiment en masse. On nous dit que les M23 seraient déjà en train d'installer leur administration à Bunagana. Les informations, mais le gouvernement ne nous... Comment vérifier tout ça? Et s'ils le font, ça ne peut pas étonner. Ça ne peut pas étonner. Ça a toujours été comme ça. Ils conquièrent un espace, ils installent un administrateur provisoire. Ce n'est que normal. Alors là, c'est la suite logique d'une emprise étrangère. Raison pour laquelle il faut faire attention. Il faut reprendre les contrôles de Bunagana et d'autres localités qui sont actuellement entre les mains de l'ennemi. Qui peuvent être nos alliés dans la sous-région? Parce que l'Ouganda, le Rwanda, bon, c'est déjà... Est-ce qu'on doit-on compter sur les Kenyans, les Tanzaniens, les Zimbabwéens à l'époque, les Congolais d'en face, les Angolais? Qui sont nos alliés dans la sous-région, les Centrafricains? On a l'impression qu'on n'est entouré que des ennemis. Le Congo est follement riche. C'est un scandale géologique, comme le disait Joseph Cornet, quand il découvrit quand il mena les premières explorations au Katanga, avec lors de l'exposition Bia-Franqui et tout. Alors, il a qualifié le Katanga de scandale géologique. Les Katanga qui est en fait le reflet du Congo, parce que des minéraux, il n'y en a pas qu'au Katanga, au Kivu, un peu partout. Nous sommes donc dans un véritable scandale géologique et nous n'avons pas d'amis. Quand vous avez beaucoup de richesses comme ça, c'est un peu comme quelqu'un qui est riche au milieu de pauvres. Hein? Ce n'est pas toujours évident de créer la sympathie. Et puis la richesse, elle est de divers ordres. La beauté d'une personne, ça peut être une richesse. Ouais. Vous voyez un peu, la santé d'une personne, ça peut être une richesse. Alors nous sommes un pays riche, entouré de plusieurs pays qui ne sont pas forcément riches que nous. Et donc des convoitises, il y en a beaucoup. Hein? Des convoitises, il y en a beaucoup de part et d'autre. Raison pour laquelle il faut d'abord compter sur l'armée congolaise, sur les efforts internes. Moi, je conseille ça. Parce que vous pouvez vous fier... d'être sérieux, le Congolais, trop de corruption, trop de... C'est ça. Nous-mêmes, nous tuons notre pays. Nous devons nettoyer les écuries d'OGS. C'est très important. Il faut nettoyer les écuries d'OGS. Hein, tous ces actes de corruption, ces officiers qui s'enrichissent. C'est pas normal, un officier. Un officier ne devrait pas, du coup, comme ça, un colonel, il a un flat hôtel. D'où est-ce qu'il a eu l'argent pour se construire un hôtel? Hein, vous voyez un peu des colonels, des généraux, quand vous voyez leur fortune, vous vous dites, mais ces gens, est-ce qu'ils travaillent pour l'État ou ils travaillent pour eux-mêmes? Et donc, il faut lutter contre l'impunité au sein de l'armée. Il y a des structures qui peuvent aider à lutter contre l'impunité. Il y a l'inspection générale des FARDC. Il y a la justice militaire aussi. Bref, il faut qu'on sente qu'on a nettoyé, qu'on a balayé la cour. Hein? Il faut balayer, il faut vraiment de la rigueur au niveau de l'armée. C'est d'ailleurs un corps dans lequel doit régner la discipline. On ne va pas dans l'armée pour s'enrichir. Tu es commandant, eh bien, il faut organiser les éléments pour défendre l'intégrité du territoire national. Alors tout ça, ça manque encore. Il y a de la complaisance. On n'a pas encore arrivé à mesurer la gravité de la situation. Moi, je pose toujours la question que la population, des fois je transmets les préoccupations de la population. La population congolaise dit demander le soutien de la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Russie est prête à nous aider face à cette agression? Encore une fois, je ne conseille pas les interventions étrangères. Bon, il y a des pays qui demandent l'intervention
Prenons le cas de la Centrafrique. La Centrafrique actuellement, vous savez ce qui assure la sécurité en Centrafrique actuellement? Ce qui assure la sécurité en Centrafrique, c'est des Russes, c'est des Rwandais. Hein? Il y a quelques jours, j'étais en Bangui, j'ai effectué une mission en Bangui. Bon, je suis allé échanger mon expérience avec les parlementaires de la Commission de défense de Centrafrique. C'était sur invitation d'une ONG américaine. Et je suis allé partager l'expérience, tout ce que je connais de la réforme du secteur de sécurité, parce que j'y travaille depuis longtemps. Et là, moi, j'ai trouvé que la sécurité en Centrafrique est assurée par les Russes, oui. et assurée également par les Rwandais. Est-ce que c'est la bonne approche d'être sécurisé par les étrangers? Est-ce que les étrangers viennent vous sécuriser et est-ce qu'en retour, il n'y a pas ce qu'ils visent aussi? Je crois qu'il faut éviter de se mettre des chaînes. Encore. Moi, je crois qu'il faut atteindre les degrés d'autonomie et c'est possible de l'atteindre si nous savons nous organiser, si nous savons rester sérieux dans ce que nous faisons. Et la position des ambassadeurs ici en République démocratique du Congo, je viens de voir que l'ambassadeur de l'Allemagne demande à ce que ces agressions cessent. Il a invité les journalistes pour ça. Est-ce que les ambassadeurs doivent en parler ou se taire? Parce qu'on dit que bon, il y a une certaine limite hein, avec le langage. Tout le monde n'est pas Mike Hammer, vous voyez. Donc, les diplomates. Voilà, donc il y a un langage diplomatique. Mais le roi n'a pas été très diplomate hein, sur cette question. Il a demandé aux Congolais de protéger l'intégrité de leur territoire. Le roi? Oui, dans l'une de ses déclarations. Il faut bien sûr. A-t-il tort? Oui, mais il a raison. Oui, c'est ça. Il a dit que vous devez protéger l'intégrité territoriale de votre pays. Il y a des diplomates, au fait, qui arrivent à sortir un peu des réserves diplomatiques et de constater que, voilà, ils se disent, mais si c'était notre pays, nous n'aurions pas affiché cette attitude-là. Vous voyez, donc, parmi eux, il y a ceux qui ne passent pas par les dos de la cuillère. Mais je sais aussi que parmi eux... Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent l'agression du Rwanda officiellement ou sous coulisses? Ils peuvent, bon, même s'ils ne le disent pas directement, mais à travers certaines de leurs réactions, vous pouvez déduire qu'ils ont compris ce qui se passe. Hein? Et ils expriment, ils veulent que l'opinion comprenne qu'ils ont compris ce qui se passe. Mais il y a d'autres qui sont vraiment dans une posture traditionnelle de la diplomatie, de se taire, de prendre des réserves, et c'est parfois difficile de savoir ce qu'ils pensent. Mais il y a d'autres, ils peuvent vous faire réfléchir à travers un petit message, même si ce n'est pas direct, même si c'est assez indirect, mais vous comprendrez qu'il a compris que ça vaut la peine que les Congolais prennent leur destin en main, ça vaut la peine que nous nous réveillons et que nous prenions notre sécurité en main. Et les sanctions économiques, par exemple, par rapport à Wander, par exemple, est-ce que ça a eu des effets escomptés? Le Rwandais s'en fout un peu, quoi. Oui, c'est ça, jusqu'à l'instant. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. À l'instant, pas vraiment. Mais le départ de Kariga, la fermeture de l'ambassade, c'est pas prévu tout ça? Parce que l'ennemi est connu et tout ça. Pourquoi ne pas fermer l'ambassade et faire je comprends que le gouvernement voudrait maintenir un minimum enfin, même en pleine guerre, hein, on arrive toujours à maintenir un petit... Il faut laisser des passerelles, c'est ça? Oui, des petites passerelles, parce que même en pleine guerre, même si on s'est décidé maintenant de faire la guerre, arrivera un moment où le Rwanda, peut-être défait, demandera aux Nations Unies de négocier pour qu'on arrête la guerre. Il faut qu'il y ait toujours une petite passerelle diplomatique. Mais tout ça, c'est à voir. C'est difficile comme ça, une seule personne qui analyse la situation. Il m'est difficile, moi, de donner toutes les recettes qu'on pourrait donner. Moi, ce que je compte le faire, et dans les très très prochaines minutes, aussitôt que je serai... Vous allez en congé, non? C'est déjà le 15 quelque chose. En tout cas, pour les quelques jours qui nous restent, je verrai dans quelle mesure le faire par tout le moyen à notre disposition. Ça peut être une question rare, ça peut être... je verrai bien. Il faut vraiment qu'on se réunisse pour réfléchir sur la question. Mais si la solution s'avère être la guerre, eh bien qu'on vote une déclaration de guerre. Mais la population est vraiment déçue de votre assemblée, en tout cas votre magistrature, la population se plaint. Hein. La population dit qu'on ne vous sent pas impliqué dans des questions vraiment... déçus, ils ne peuvent pas l'être. Il y a certains députés... La population se disent vraiment que l'Assemblée ne les accompagne pas dans leur vécu quotidien. Vous n'élaborez pas des lois qui leur permettent de changer. Ils peuvent pas déçus. Imaginez, moi qui ai été le premier à soulever la fameuse question RAM, parce que j'ai constaté que ça pénalisait le genre. On en a changé, hein. On a changé le forme de RAM aujourd'hui. Oui, mais il faut qu'on reconnaisse ce qu'a été ma lutte. J'étais le tout premier député à déposer une question orale avec débat là-dessus.
et à tout le combat qu'on a eu, et avant même qu'on arrive jusqu'à programmer, et tout ça, on l'a programmé pendant que j'étais en déplacement au Sénégal, un collègue l'a défendu et tout. Il faut qu'on reconnaisse. Quelques députés quand même. Il faut qu'on reconnaisse quand même. Il faut quand même qu'on fasse un sondage par rapport à ces députés. Ça serait encourageant, évidemment. Il faut encourager ceux qui font le travail et vraiment sanctionner terriblement en 2023. J'en conviens qu'il y a des collègues qui n'ont pas encore pris les choses vraiment au sérieux. Ça, j'en conviens. Je suis d'accord avec ça. Nous restons avec la visite du roi. Il est reparti. Le roi est reparti. Bon, qu'est-ce qu'il nous a apporté alors, le roi... je crois que le roi est venu... Bon, c'était quand même assez longtemps qu'il visitait. Tu sais, les Belges, ils sont toujours attachés au Congo. Attachés dans le sens où, historiquement, leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont été ici et tout. Alors, bon, je ne sais pas vous dire vraiment, au fond, l'objectif sous-jacent de ce qu'a été sa visite, mais je comprends que c'est des visites qui se tiennent après une période. Depuis qu'il est roi, il n'avait jamais visité le Congo et tout. Alors, il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'il présente les esquisses pour toutes les exactions commises par la Belgique durant la colonisation et durant l'État indépendant du Congo. Mais il n'a pas présenté les esquisses, il a juste réitéré les regrets qu'il avait déjà exprimés. Quelle est la différence? Alors, les esquisses, regretter une situation, tu peux regretter une situation sans que toi-même tu te sentes avoir été responsable de la situation. Vous comprenez? Mais quand tu présentes les esquisses, ça veut donc dire que tu reconnais ta part de responsabilité. C'est ça la différence. Ah, okay. Donc quelqu'un qui regrette, tu peux regretter une situation dont tu ne mets même pas à hauteur, mais tu regrettes. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est une nuance importante. Alors les gens s'attendaient à ce qu'ils présentent les excuses. Vous voyez? Et moi, je crois qu'on ne doit pas rester à attendre longtemps leurs excuses. Hein? Ça ne change rien. Surtout qu'on ne force pas quelqu'un à présenter les excuses. Ouais. Peut-être que ces excuses n'arriveront pas. Et tous les colonisateurs ne sont pas, les anciens colonisateurs n'ont pas la même approche. Hein? Peut-être qu'il y a des colonisateurs qui demandent pardon, d'autres ne demandent pas pardon. Peut-être qu'il y a ceux qui demandent pardon tôt, d'autres ne le demandent pas tôt. Moi, je crois qu'on ne doit pas adopter une posture où on reste à attendre le pardon. Doit-on oublier le passé, comme l'a dit le président? Oublier, on ne peut pas. Sinon... Doit-on effacer... notre regard doit être tourné vers l'avenir, tout ce qui s'est passé sinon, on fermerait toutes les facultés d'histoire qu'il y a dans nos institutions supérieures. Hein? Nous avons de grands historiens qui honorent le Congo et qui écrivent là-dessus. Parce qu'avant, des Congolais n'écrivaient pas sur leur propre histoire, mais de plus en plus, il y a des professeurs qui écrivent sur notre histoire, une histoire douloureuse, y compris l'histoire coloniale. Et donc, on ne doit pas oublier cela. Mais sauf qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à nous demander pardon. Hein? Vous savez, le Rwanda a obligé les Nations Unies à lui demander pardon pour le génocide. Et les Rwandais souhaitent rester dans une situation des victimes de la communauté internationale. Je parle du génocide. Et ça devient pour bénéficier des compassions, pour bénéficier des compassions de la communauté internationale et être exempté de toute responsabilité. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne approche parce qu'en faisant cela, le Rwanda crée des frustrations au sein de la communauté rwandaise parce que de la vraie réconciliation, il n'y en a jamais eu. Au Rwanda. Ah, même il y avait des tribunaux, non, à l'époque, je me rappelle. Des gachacha, oui, mais il y en a encore. Il y en a encore des masses de Hutus qui estiment que la cohabitation n'est pas très pacifique là-bas. Vous voyez un peu? Et donc, ce n'est pas une très très bonne approche de se présenter au vu de la communauté internationale comme étant victime, hein, de crier tout le temps et de demander des compassions. Ils me font un plan Marshall, aidez-moi. Ce n'est pas une bonne posture. Nous sommes un grand pays. Nous avons tout pour nous développer. C'est question d'avoir une vraie volonté politique, une vraie conscience patriotique. Et comme vous l'avez dit, et je crois que je voudrais revenir là-dessus, le moment est venu où on ne doit pas avoir d'un côté opposant, de l'autre côté pouvoir. Nous devons nous unir. Je me rappelle en France, lorsqu'il y a eu les attaques de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, on a vu même Marine Le Pen se mobiliser, rencontrer Bataclan, oui, on les a vus tous se mobiliser et parler avec le président de la République. Et je crois que le moment, c'était Hollande, je crois, François Hollande à l'époque. Et donc, on doit arriver. Normalement, une situation comme celle-là, il devait y avoir, par exemple, une rencontre entre Tshisekedi et Fayoulou, par exemple. Il n'y a rien d'impossible entre Congolais pour résoudre les problèmes. Exactement. Une rencontre entre Tshisekedi, Fayoulou, Katumbi, réfléchir sur quelle réplique par rapport au Rwanda. Vous voyez un peu? Parce que si, par exemple, le Rwanda arrivait à perturber sérieusement la situation à l'Est, et puis, il n'y a pas que les Rwandais, ils sont avec l'Ouganda dans ça. Ça devient... Alors, et même les élections risquent d'être gênées, et quoi. Et même ceux qui veulent diriger le pays risquent de ne pas avoir la possibilité de se présenter aux élections. Eh bien, on est dans une case, nous tous,
Si cette case brûle, eh bien, elle risque de nous brûler nous tous. Et puis, nous n'avons que ça comme pays. Exactement. Nous n'avons pas deux pays. Il n'y a que la République démocratique du Congo comme pays. Eh bien, mobilisons-nous, mettons nos égos de côté pour défendre ces pays. Notre relation avec la Belgique aujourd'hui, est-ce que c'est toujours des relations de maître à esclave ou de colon à coloniser ou de maître à vassal? Parce que j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit cette expression de noko, noko ça veut dire oncle, nous met toujours presque sous tutelle de la Belgique. À l'époque, le contentieux belgo-congolais, on n'en a même pas parlé pendant le séjour du roi. Est-ce que ce contentieux a déjà été réglé ou c'est toujours en suspens? D'abord, nous avons mal négocié notre indépendance. Vous savez, on s'est focalisé sur des questions politiques. En 1960, il y a eu deux tables rondes. Il y a eu la table ronde politique et puis la table ronde économique. Personne ne parle de la table ronde économique. À la table ronde économique, d'ailleurs, il y avait une sous-représentation de... Il n'y avait pas une délégation des gens de poigne pour participer. C'était que les étudiants de Belgique, je crois, c'est que mon père m'a dit. C'était presque comme boycotter la table ronde économique. Et là, c'est là où on devrait régler toutes ces questions liées à l'économie et tout. Parce qu'il faut le dire, la Belgique s'est fait énormément de richesses au Congo. Et voilà. Et puis elle est restée à contrôler plus ou moins notre économie. Vous voyez. Et donc, il y a eu les contentieux belgo-congolais, nationalisation de la Gécamine et tout, du Katanga. Mais là encore, cette question du contentieux n'a pas été abordée dans le fond et n'a pas été vidée dans le fond, quoi. C'est vrai, il y a eu un débat assez intéressant qui a été organisé à Bruxelles en 1988 avec Maître Gérard Kamanda, avec Nimi Maïdika, avec Mpinga Kassenda. C'était assez intéressant. Mais on ne pouvait pas se limiter à organiser un tel débat. Eh bien, on devrait poursuivre les discussions avec les autorités. Vider et que le Congo se retrouve rétabli vraiment dans ses droits. Alors, on n'a pas parlé du contentieux parce qu'au fait, ça fait très longtemps. Ce sont des questions qui fâchent ou quoi? Oui, ça fait très longtemps. Mobutu, ça fait à ce que pendant un long temps, Mobutu n'était pas en odeur de sainteté avec la Belgique. Alors, plusieurs époques se sont passées, plusieurs règnes, plusieurs présidents se sont succédés. Et voilà, donc, on est dans une période où peut-être l'actuel régime ne semble plus se souvenir exactement de toutes ces étapes-là. Le roi de Belge était à Bukavu. Je crois que l'idée est quand même de tourner la page, j'ai comme l'impression. C'est l'impression que moi j'ai eue. On veut vraiment tourner la page. Est-ce que la question vraiment fondamentale, est-ce que cette visite était opportune? Est-ce que c'était vraiment... avec cette tension que nous avons ici, puisque beaucoup disent qu'on a détourné l'attention du gouvernement vers le roi et le M23, cela a permis au M23 de se ressourcer, de prendre un peu de force et d'attaquer. Parce que je me rends compte que tout le gouvernement était à Lubumbashi et il y avait une grande partie du gouvernement qui suivait le roi et le Premier ministre était avec le roi et tout ça. Il n'a pas eu le temps de réunir le gouvernement pour parler de cette question cruciale. Est-ce que c'était vraiment opportun que le roi vienne à ce moment, en ce moment-ci, pardon? Ah, alors, bon, le roi a souhaité venir. Moi, je ne crois pas. Le président Tshisekedi n'allait pas refuser au roi de venir. Pourquoi ne pas refuser? Il est souverain, c'est son pays, il peut dire non, ça ne va pas dans mon pays, repoussons. Le peuple a bien repoussé sa visite. Le Congo est malade, il pouvait repousser. Il y a ceux qui disent que ce n'est pas seulement la maladie, il devait y avoir une autre raison, peut-être sécuritaire pour les papes, parce que les affrontements ont lié pas très loin de là où les papes devraient tenir la messe. En fait, c'est sur la route vers là. Oh là là, oui, c'est peut-être sécuritaire, ça aussi. Oui, donc les affrontements ont lié, je crois, à 60 km. Oh là là. À 50, je crois, kilomètres de Goma. Et les rois devraient tenir la messe à 10 km, sur la même route. Ça, je crois que ça passe pas. Ouais, bon, je ne dis pas. Ils sont mieux informés que nous, ça arrive. Il faut je ne le dire. confirme pas. Non, mais ils sont mieux informés que nous. Je préfère lire ce que j'ai lu dans les médias catholiques. Oui. Non, je crois que ça doit être ça. Oui. Alors bon, est-ce que... il faut comprendre les soucis du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi veut de l'ouverture en tout cas, entretenir de bonnes relations avec tout le monde, donner une bonne image, que nous sommes un pays hospitalier, nous avons de très bonnes relations avec tout le monde. Mais ces très bonnes relations aujourd'hui... Son souci aussi, c'était de montrer qu'on a de très bonnes relations avec le Rwanda. Mais c'était sans oublier que le Rwanda... On était des naïfs. Dans les relations internationales, on dit qu'il n'y a pas de sentiments. Nous mettons des sentiments, nous appelons les gens des frères et des amis et tout ça. Eux ne nous considèrent pas comme nos frères. Et ils s'en foutent. J'ai jamais entendu Paul Kagame appeler Félix Tshisekedi son frère. Je ne l'ai jamais entendu. Ni en anglais ni en français. D'ailleurs, il parle qu'anglais, je ne l'ai jamais entendu. Malgré le fait que le gouvernement avait autorisé à ce que Rwandair opère ici. Oh, ça. Mais malgré tout ça, je crois
ils s'en foutent. Peut-être qu'on a compris, hein. On a peut-être retenu la leçon cette fois-ci. Je crois que ça doit nous donner des leçons. Nous n'allons pas construire de murs entre nous et le Rwanda, entre nous et le Burundi. Ça restera des pays voisins. La conférence de Berlin a déjà eu lieu. On ne va pas reconstituer les frontières africaines. Mais sauf qu'on doit cesser d'être naïf. Ah, c'est comme Israël avec tous ses voisins arabes. Ils ne sont pas naïfs, les Israélites ne sont pas naïfs. Israël, Palestiniens, voilà. Ils savent qu'ils cohabitent. Voilà, mais ils savent qu'il faut le faire pas dans la naïveté. Exactement. Moi, je crois que c'est des leçons qu'on doit tirer et nous devons réorganiser notre secteur de sécurité. Si besoin est d'organiser un service militaire obligatoire, je crois qu'il faut le faire. Parce que notre territoire... C'est une piste de solution, voilà, tellement grande qu'on doit... Parce que notre territoire, le Congo, souffre de plusieurs convoitises. Il y a plusieurs pays qui ont de la convoitise sur le Congo. Nos richesses sont lorgnées de partout et nous devons faire un effort pour nous maintenir comme nation. Sinon, ces pays pourraient être un jour effacés de la carte si nous ne faisons pas attention. Merci Juvenal Munobo, merci, le temps qui nous a été imparti est terminé. Aujourd'hui, le débat spécial, c'était vraiment sur la situation à l'Est. Je sais que Juvenal l'a dit, s'il n'y a pas la paix, même les élections ne peuvent ne pas avoir lieu. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé de la réforme de la loi électorale, parce que quand il y a la guerre, il y a l'insécurité, cette population de l'Est ne pourra jamais voter. Donc nous devons d'abord retrouver la paix, la stabilité pour que nous puissions avoir des élections en 2023. Merci en tout cas. Et je lance cet appel aux députés de l'Est de la République. C'est cette population qui vous a élu. C'est grâce à cette population que vous êtes à l'Assemblée nationale. C'est grâce à cette population que vous avez des palissades. C'est grâce à cette population que vous avez des rémunérations quand même. Hein, au-delà de... Vous dépassez beaucoup de Congolais. Donc, ayez l'amabilité de venir et de répondre à nos préoccupations. Et cela va aider la population et cela va donner quand même quelques pistes de solutions. Il n'y a pas que Juvenal Munobo qui est élu de l'Est, il n'y a pas que Kasekwa qui est honorable de l'Est, vous êtes à plusieurs. Alors, vraiment, parlez au nom de cette population, je vous en conjure. La population se sent abandonnée, la population en tout cas a mal. Regardez les images, regardez ce que nous suivons depuis ce matin, ce n'est pas agréable à voir. Alors, je vous en conjure, venez, asseyez-vous ici et parlez de cette population, donnez quand même un peu du... Moi, mon lingomouki envers cette population-là. C'est grâce à cette population que vous êtes à l'Assemblée nationale. En tout cas, là, je suis très fâché contre vous. Vraiment, je suis très... Ça fait très mal. Quand on vous appelle au téléphone, je prends comme mon temps pour vous le dire, vous ne voulez jamais décrocher. Nous autres, les locaux, mais sachez que nous avons gagné le CHAN 2 fois. Les locaux ont gagné 2 fois le CHAN. Donc les locaux sont aussi importants dans la communication par rapport à la guerre. Merci à vous. C'est vraiment mon coup de gueule. Et en tout cas, cette semaine, ça ne sera qu'à ça. Je vais en tout cas m'attaquer à vous. Sinon, là, vous donnez raison à Mbosso. Vous êtes dans les groupes armés. Merci à vous. Merci, madame. Et on se retrouvera très, très prochainement.